soit on reste, on stagne, soit on avance et on est dans l'élan. Et si ça marche pas, quel est le problème ? On ose, on tente. Il y a presque un truc autour de l'oxygène et de la vie, en fait. Mais du vital, ouais, tu vois, la vital. Vitalité. En fait, c'est l'opposition du néant et du vivant. Ça aussi, je l'ai jamais dit. T'es forte, hein. T'es très forte. Ce syndrome de l'imposteur, en soi, c'est complètement délirant parce que c'était pas à ta place. Mais t'es pas à la place par rapport à qui ? Qui décide que t'es imposteur ou pas imposteur ? Qu'est-ce qui fait que tu te sens imposteur ou pas imposteur ? C'est par rapport à quelles règles quand tu y penses. C'est délirant. Cette fibre humaine, ça fait partie de ma signature. Et j'en suis très fière. Bonjour Virginie. Bonjour Tiffany. Je suis ravie de te recevoir derrière le micro de Feel & Lead. Alors Virginie, tu es chef autodidacte, mais avant tu as été ex-professeur de français et d'allemand. Tu t'es reconvertie il y a plus d'une dizaine d'années. Quand on a préparé cette interview, on a parlé beaucoup de mouvement et de saisir sa chance. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et cette reconversion que tu as vécue il y a une dizaine d'années ? Alors, moi j'ai été prof de lettres et prof d'allemand du coup pendant 12 ans dans le cycle secondaire. Parcours assez linéaire, cadré, sécurisant. Je développais parallèlement les week-ends une forte passion pour la gastronomie. Et à un moment, donc en octobre 2013, une aventure a avorté et je me suis retrouvée à la croisée des chemins. Donc on décide, soit on reste, on stagne, soit on avance et on est dans l'élan. Et j'ai décidé de monter mon entreprise autour de ma passion que j'ai souhaité professionnaliser par sûrement une immense folie. Mais ça fait 12 ans aujourd'hui, donc finalement, c'était pas tant fou. Et quand tu te lances dans cette reconversion, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que la cuisine, c'est quelque chose d'assez classique. Un modèle classique où tout est normé, de faire des écoles de cuisine, qu'on n'y va pas comme ça par... Au doigt mouillé ? Voilà, au doigt mouillé. Comment tu vis cette reconversion et comment ton entourage le vit, cette reconversion ? Alors, moi, intérieurement, je le vis de manière extrêmement sensé, lucide et très intuitif, très instinctif. Je sens que quelque chose m'appelle justement dans le milieu de la restauration et donc cette restauration à la fois dogmatique, mais finalement j'ai choisi le non-restaurant vu que je vais à domicile. Donc déjà j'ai voulu casser tous les codes. Donc ça, de mon côté à moi, ça a été très facile. Il y avait beaucoup de sens. Le nom de ma boîte, d'ailleurs, Communique Passion, je l'ai trouvé une nuit. Du côté de mon entourage, beaucoup de questions, beaucoup de peurs, beaucoup d'angoisse, personne d'entrepreneur, personne dans la restauration. Qu'est-ce que tu vas aller faire ? Pourquoi tu te mets en danger ? Ta fille, elle a 3 ans et demi, elle va plus pouvoir manger. Voilà, donc on en était quand même là. Ce à quoi j'ai répondu, on se détend, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Et si ça marche, on reste. Et ça a marché. Et quelles sont les premières étapes que tu mets en place au moment où tu fais cette reconversion ? Comment ça se passe ? En fait, j'ai pas beaucoup le temps de mettre des étapes en place parce que quand je décide ça, on est en octobre 2013 et moi j'y matricule en décembre 2013 et je décide de faire un dîner test dans une entreprise de référencement de chef à domicile en mars 2014. Donc tu vois, on est à 6 mois quoi. Mais par contre, en fait, ma principale étape, ça a été de préparer mon entourage, de rassurer mon entourage, plutôt que de me rassurer moi-même. Alors que moi, au fond, je savais que c'était ma destinée. Pourquoi tu as eu besoin de les rassurer ? Parce qu'ils m'ont mis la pression, parce qu'ils m'ont culpabilisé, parce qu'ils m'ont renvoyé leurs propres insécurités. Alors que quand j'en parle aujourd'hui, je n'ai jamais eu peur, en fait. Tiffany, jamais. Je sais que c'était en moi, je sais que j'allais construire ma destinée, une sorte de légende autour de l'art culinaire et que c'était là, en fait, c'est là et ça ne demandait qu'à sortir. Donc les autres, gérez votre vie, en fait. Et c'est un peu brutal, pardon, mais c'est ça. Quand on a préparé cette interview, je me rappelle que tu m'avais dit aussi que certains disaient oui, c'est une passion. Voilà, t'es mère de famille, tu fais tes petites popotes le week-end, tu regardes les émissions culinaires, des idées à la seconde, Virginie, ça va te passer. Ouais, c'était un hobby. Les gens pensaient que c'était, comme tu fais un peu de piano, tu fais du running, tu fais un peu de peinture, voilà. Moi, je savais au fond que c'était déjà beaucoup plus fort que ça. Et en fait, le fait de professionnaliser ma passion m'a semblé vraiment une évidence, quand eux, ça leur semblait un grand danger.
Et c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, la trajectoire, elle appartient à qui ? À eux ou à moi ? À moi, donc laissez-moi libre. J'avais déjà, je pense, cette aspiration, cette quête de liberté très très forte, très effervescente. Et en fait, voilà, je me suis lancée vraiment en me disant, et alors ? Et si ça marche pas ? Quel est le problème ? On ose, on tente. J'étais déjà là-dedans. Et plus tu es dans cette dynamique-là de dire, ok, autour de toi, tu fais le ménage. C'est pas des gens que je n'aime pas, que je n'aime plus. C'est des gens où je me dis, ok, gérez votre vie, gérez votre énergie. Moi, je savais que je voulais aller là-bas. Et aujourd'hui, je vais me dépasser ce là-bas très très loin. Et quand tu immatricules ta société, je crois que tu m'avais dit, je vais aller un peu toquer aux portes, au culot. Bah oui. Qu'est-ce que tu as fait ? En fait, quand tu immatricules, tu as plusieurs lettres qui s'appellent l'URSSAF, qui sont là, qui apparaissent dans ta boîte mail, et tu te dis, mais c'est qui ça ? Mais ça va demander de l'argent, en fait. Donc, si ça demande de l'argent, il faut aller faire rentrer de l'argent. Et quand tu es salarié, l'argent rentre facilement. L'argent rentre de manière très fluide. C'est tous les premiers, les 2 du mois, tu fais ton taf, aussi dur soit-il, mais en tout cas tu fais ton taf et ça rentre et tu ne te poses pas de questions. Là, c'est quelque chose où tu dois te mettre en mouvement. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, je vais me mettre en mouvement. J'avais pas de CAP, je ne voulais pas passer de CAP, je ne voulais pas mettre 5, 6, 7, 8 000 balles dans une école de cuisine. Je me suis dit, je vais aller voir une agence de référencement qui va m'aider à trouver des clients. Et donc j'y suis allée en mode vraiment, écoutez, moi j'adore cuisiner, j'aimerais en faire mon métier, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? On va faire un dîner test, voilà. Donc ça c'était le 25 mars 2014. Donc là le 25 mars 2026, ça sera vraiment l'anniversaire de mes 12 ans. Et en fait j'y suis allée en me disant, ok, ça va me donner un vrai coup de pied aux fesses pour voir objectivement ce que je vaux en termes de cuisine, de gastronomie et surtout d'hospitalité, parce que quand tu es chef à domicile, tu as aussi toute une partie de représentation, ce que tu n'as pas dans un restaurant. Un restaurant, tu as ton équipe, tu es en cuisine, et en fait, c'est les serveurs, les maîtres d'hôtel qui font la coordination avec la salle. Là, je dois être à la fois en cuisine, et souvent ils viennent avec moi en cuisine, ils papotent, il faut que tu sois concentré, puis après, tu as tout le côté service, tu parles, tu racontes une histoire, tu as aussi beaucoup de storytelling, et je l'ai fait, et ils ont adoré. Donc ils m'ont mis tout de suite dans leur agence en mode premium. Il y avait trois steps, j'étais dans le plus luxe, et puis voilà, pendant 2 ans et demi, j'étais avec eux, et ça m'a fait beaucoup de bien, et je me suis dit, ok, c'est bon, c'est parti. Et pourquoi ce choix de la cuisine particulièrement ? Le don, l'amour. Tu cuisines jamais pour toi. La cuisine, c'est transformer un aliment à destination de quelqu'un. Pour moi, c'est ça, la définition d'une cuisine. Tu vois, ce midi, j'étais toute seule à la maison, j'ai pas mangé. Aucun intérêt de me faire quelque chose à manger. Ça ne m'intéresse pas. Donc, en fait, c'était transmettre de moi à l'autre, à qui je veux faire plaisir, et en lui faisant plaisir, je me fais plaisir, et en me faisant plaisir, je lui fais plaisir. Donc, il y a en fait une réciprocité très émotionnelle pour moi dans la cuisine, avec un prisme de la table, un prisme des produits que tu trouves sur les marchés. Mais finalement, c'est une déclaration d'amour que tu fais à la personne en face, qu'elle soit un client que tu ne connais pas ou qu'elle soit ton mari, ta fille, tes parents. Et il y avait cette notion... Je ne l'ai jamais dit comme ça. C'est vrai ? Tu me fais accoucher de choses. Je ne l'ai jamais verbalisé comme ça. Merci. Et pourquoi tu le formules comme ça, là, maintenant ? Tu sais ? C'est toi qui l'impulse. C'est l'énergie qui est là. On a le droit aux larmes, j'imagine, parce qu'elles vont arriver, les larmes, à un moment ou à un autre. Moi, ce qui m'a marqué dans cette interview quand on l'a préparée, et c'est un mot qui est revenu, et d'ailleurs tu l'as dit tout au début, c'est la question du mouvement, de sortir du cadre et d'être là où on t'attend pas. Et dès le départ, en fait, même à l'époque où tu es professeur, et où tu es... Oui. Je me dis, je suis n'importe quoi. Oui, parce que quand j'étais en fait, les 2 métiers que j'ai faits, peut-être que j'en ferai un 3e et que ce sera sur le même mode, mais l'enseignement et la gastronomie, je n'ai aucun diplôme. Mais pour les 2 métiers, je savais que j'étais faite pour ça. Et l'enseignement, moi j'ai fait une maîtrise de germanistique à la Sorbonne parce que j'adorais, je suis très germanophile, et je voulais transmettre en fait l'amour de l'allemand. Alors je sais que c'est très très rare et que les gens me disent mais pourquoi t'adores ça ? Mais peu importe, ça résonne, en fait c'est quelque chose que tu as dans le cœur. J'ai passé mon CAPES, mon agrég, je l'ai pas eu.
Je le dis de manière complètement décomplexée parce que pour moi, c'est vraiment pas un échec. Et en fait, pourquoi je l'avais pas ? C'est parce que j'arrivais pas à faire des dissertations en bonne et due forme, de 8 pages. Le cadre. Non, mais en fait, quand tu travailles avec des gamins en 6e, 5e, 4e, 3e, même pour faire passer le bac, de faire une dissertation hyper chiadée sur Goethe, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que t'en as qui ont la Greg et qui ne sont pas de bons profs, qui sont effectivement des sachants, très doctes, très intelligents, brillants, mais qui n'ont pas cette fibre du cœur. Ils ont le cerveau bien fait, mais après la transmission et puis surtout l'adaptation par rapport aux enfants, c'est compliqué aussi. L'agilité par rapport aux enfants et puis l'agilité pédagogique. Et en fait, je savais que je voulais l'avoir, cette voix-là. Et cette voix, je pense les deux, VOIE et VOIX. Et donc, pareil, j'ai été tapée à la porte d'une école privée hors contrat qui m'a accueillie, qui m'a dit, mais écoute, on sent que tu es animée par quelque chose, let's go. Et je suis restée avec lui pendant 11 ans et demi. Tu parles de cette sensibilité, de cet amour, mais aussi de ce qui t'anime. Et quand on a préparé cette interview, tu m'as dit, je me rappelle, Communique Passion démarre, fait son chemin de vie. Et puis là, 2020, Covid, il y a un déclic autour justement de cette animation, de cet élan de vie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, anima, c'est l'âme en latin. Donc ça veut dire que c'est une vibration intérieure. Quand le Covid est arrivé, confinement, pareil, super moment. C'était en mars 2020, tu vois, moi, du coup, j'avais commencé, j'étais à 6 ans. Je m'apprêtais à fêter mes 6 ans. Donc quand même, j'étais sur une structure assez stable, pérenne. Moi, je travaillais avec mon mari, donc voilà, c'était cadré, ça marchait bien. J'étais vraiment en pleine ascension, un carnet de commandes bien rempli. Et Premier ministre Édouard Philippe annonce tout ferme. Alors c'est vrai qu'on est un peu sous le choc, on ne comprend pas trop. Moi j'ai eu 2 jours de sidération, c'était un samedi soir. Le lundi matin, je me dis, mais en fait, lundi matin, je reçois plein de messages des clients qui avaient validé des prestations jusqu'à juillet et qui me disent, Virginie, là, on peut pas. Tu vas nous rembourser la compte, tu nous rembourses la compte, tu nous rembourses la compte, tu nous rembourses la compte. Et là, je comprends. Ça devait être une angoisse. Ah, mais tu vois ta trésor et ton carnet de commandes descendre. Ah ouais, en fait, je cochais, j'enlevais de mon calendrier, voilà, je décochais, en fait. Et il faut quand même comprendre que toutes les prestations, je mets énormément de temps à les préparer. Donc là, tu te dis, OK, temps, argent, énergie, plus rien, plus de visibilité. Le rideau ferme. Ouais, le rideau tombe, en fait, tu vois. Et effectivement, 2 semaines, 3 semaines à la maison, à me lever le matin, sans but, aéré, à être sur le balcon. On était en mars pourtant, tu vois, donc il faisait froid, mais sur le balcon avec mon gros plaid, à pleurer toutes les larmes de mon corps et en me disant, mais c'est quoi aujourd'hui ? Pas de perspective. Moi, je suis quelqu'un de très, très anticipatrice. Tout s'arrête. C'est quoi demain ? C'est quoi après-demain ? C'est quoi dans 10 jours ? Qu'est-ce que je fais dans 15 jours ? Qu'est-ce que je fais dans 20 jours ? L'enfer. T'as eu peur de fermer Communique Passion à ce moment-là ? Ça t'a traversé l'esprit ? Alors, c'est pas tant que j'ai eu peur de fermer Communique Passion, j'ai eu peur de me fermer moi. J'ai eu peur, ça aussi, j'ai jamais dit comme ça. J'ai eu peur de me perdre moi. En fait, parce que je pense que quand j'ai créé Communique Passion, j'ai compris que c'était vraiment moi. Et je dis toujours que je suis née avec Communique Passion. Donc en fait, c'était une petite mort. Ouais, c'était une renaissance en créant cette entreprise. Et c'était une mort identitaire, en fait. Tu vois. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les gens ont vu, mais vraiment, ils ont vu à quel point c'était une passion. Parce que j'avais beau dire, tu sais, quand tu dis t'es passionné, bon oui, t'es passionné, c'est que tu passes du temps sur quelque chose. Non, moi, c'est pas je passe du temps sur, c'est à l'intérieur de moi. C'est ancré en moi. Et là, on m'a arraché quelque chose et je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait ? Et finalement, pendant 2 semaines et demie, j'essaye de réaliser et surtout, j'essaye de réajuster. Donc, je reprends mes esprits et je me dis, OK, soit, effectivement, tu te remets dans l'enseignement, mais ça a pris 30 secondes.
soit tu vas profiter de ce temps-là déjà pour réfléchir vraiment sur ce que tu veux faire sur les années à venir. Tu retravailles ta communication. J'ai lancé mon premier bouquin, j'ai fait une campagne Ulule, j'ai beaucoup communiqué sur LinkedIn. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à sortir du bois sur les réseaux sociaux parce que Facebook commençait déjà à pas être forcément... Ouais, et puis pas forcément quelque chose de crédible commercialement. C'est plus des gens qui papotent sur Facebook, mais toi, il n'y a pas de destination de visibilité business. Je n'étais pas encore sur Insta. Et voilà, et je me suis dit, OK. Et à partir de là, j'ai senti qu'il y avait eu un avant-après. Et donc, ça m'a donné beaucoup de force. Ça m'a donné, du coup, une perspective, même si c'était compliqué. Et surtout, il y a un truc que j'ai fait. Moi, je faisais partie de la tablée des chefs. Et donc, on était bénévoles. La tablée des chefs, c'est on donne des cours de cuisine pour les gamins défavorisés. Donc, je faisais partie d'un programme sur 10 mois où tous les mercredis, je donnais des cours de cuisine dans des cités. Et en fait, la tablée des chefs a réquisitionné des restaurants qui étaient fermés. Excuse-moi, parce que c'est bizarre, ça me ramène pas mal de choses. Et en fait, nous, les chefs, on a beaucoup souffert. Et on avait besoin de se retrouver ensemble, de comprendre à quel point ça avait été difficile. Parce que les gens autour de nous disaient « Ah oui, t'as plus d'argent » ou « Tu as pu travailler ». Mais en fait, non, vous n'avez pas compris. Le chef, le vrai chef, qui veut donner de l'amour au travers de sa cuisine, s'il n'a plus ça, il n'existe pas. Il y a presque un truc autour de l'oxygène et de la vie, en fait. Mais du vital, tu vois, la vitalité. Et en fait, ils ont organisé des gros moments où on se retrouvait en cuisine. Je me souviens qu'on avait été à la brasserie La Lorraine et à la brasserie Auteuil, où ils nous avaient ouvert les cuisines et on s'est tous retrouvés. Il y avait des mauves, des étoilés et en fait, on faisait de l'aide alimentaire. Donc en fait, on avait des produits qui arrivaient et on cuisinait pendant 6, 7, 8 heures. Et après, les associations venaient et on avait préparé des barquettes, quoi. Et en fait, je me souviens, parce que la brasserie La Lorraine ou Auteuil, c'est 16 et 17e. Donc l'étoile, vide. Moi, je prenais ma bagnole. Il n'y avait rien. Tout le monde était coulâtré chez eux. Et moi, je prenais ma bagnole. On avait cette fameuse attestation. Et on arrivait et en fait, on pleurait dans la cuisine. Mais des mecs qui étaient étoilés, qui avaient bossé dans des cuisines, c'était pas que ma sensibilité à moi, on pleurait en disant « Putain, on est bien, là on retrouve un sens ». Et ça a été très fort. Et donc à ce moment-là, je me suis dit « Ok, c'est bon, je sais où je vais. Et peu importe ce qui arrivera, ce sera mon chemin ». Et tu parles du sens. À ce moment-là, pendant cette période de chaos, d'arrêt total, tu vas le mettre à profit. Tu disais, tu vas te lancer sur LinkedIn, tu vas te lancer sur Instagram, tu vas écrire un premier bouquin. Et en fait, ce moment de pause forcée, tu vas le transformer. Et tu m'avais dit, en fait, soit tu abandonnes, soit tu transformes. Je pense que là encore, j'ai eu l'élan de créer. Voilà, moi je pense que je suis obsédée par la création. Je suis obsédée par... tu pars de rien, le néant. En fait, c'est l'opposition du néant et du vivant. Ça aussi, je l'ai jamais dit. T'es forte, hein. T'es très forte. L'opposition du néant et du vivant. Donc, t'as le néant, soit tu te complains, soit tu dis c'est horrible, je suis malheureuse, machin. Soit tu bascules de l'autre côté. Avec une énergie plus forte que ça, en disant tu vas faire vivre quelque chose de douloureux. Et de transformer ça en énergie créative, créatrice, ça rend la chose d'une puissance incommensurable. Ouais, tu sais où tu vas, t'as ton cap. Et tu m'avais évoqué aussi que pareil, dans cette situation inédite, tu vas prendre ta voiture au moment où Paris est vidé de sa vie et tu vas aller voir des personnes. En tout cas, tu vas leur proposer, tu vas organiser des dîners pour 2 ou 3 personnes. Au moment du déconfinement, donc en fait c'est pas encore des grandes fêtes ou les grands rassemblements. Et tu te dis ok, c'est pas rentable là, mais j'investis, je fais un choix, je fais un pari. Je vais investir sur l'avenir. Et puis c'est plus que ça, là quand tu commences à dire cette phrase-là, je me dis en fait, les gens étaient tellement anxieux. Alors, bien sûr, il y avait ceux qui avaient le télétravail et ils étaient tranquilles, mais c'était quand même très spécial cette période. Ouais. Je pense que j'avais aussi besoin de leur donner de l'amour. J'avais besoin de leur apporter une petite lumière chez eux. Et je me suis dit, voilà, je vais faire de la livraison. Donc, je cuisinais à la maison. Et en fait, voilà, je prenais ma bagnole pour 2, 3, pour une famille, en fait, tu vois. Donc, c'était parfois des couples, 2, 3, 4.
Et évidemment, c'était des repas à 40 balles. Donc, tu vois, ça me faisait 200 €. Bref, je ne gagnais rien. Mais je gagnais quand même beaucoup. Parce que je gagnais en communication. Donc là, je commençais déjà à communiquer un peu sur Instagram. Je me suis dit, c'est l'occasion. Donc, je faisais des stories où j'étais vivante, où je montrais qu'on pouvait continuer à être dans le mouvement, qu'il ne fallait pas perdre pied et se dire, être résigné. Je crois que j'ai beaucoup de défauts, mais je ne peux pas être résignée. Je ne peux pas me résigner. Et je crois que quelque chose m'a dit dans l'univers, vas-y, tente-le, va jusqu'au bout. Je sentais quelque chose. Et effectivement, quand on a déconfiné, après, ça a commencé à se transformer en 5, 7, 10. Et puis au deuxième déconfinement, à partir de novembre-décembre, là, ça a commencé à reprendre. Et surtout, les gens, j'avais suscité une petite curiosité autour de moi. Ils disaient, mais c'est qui cette petite fée qui prend la route alors que tout est vide, alors qu'elle aurait pu rester chez elle, parce que nous, on était payés. Le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, il n'y avait pas de problème. Mais j'avais besoin de prendre l'air. Et puis j'avais besoin peut-être de donner de l'air aux autres aussi, qui s'asphyxiaient chez eux seuls, avec leurs enfants qu'ils ne pouvaient plus voir, avec leur mère, leur mari, parce qu'on était tous quand même les uns sur les autres, et moi j'apportais un souffle, exactement, et je me l'apportais à moi aussi en même temps. Et au moment où ça se déconfine de plus en plus, comme tu dis, il y a 5, 10, 20, 30 personnes, au moment où on se déconfine vraiment, c'est un tournant pour Communique Passion, parce que là, en termes de visibilité, tout ce temps de pause t'a permis de gagner en visibilité alors que tout était à l'arrêt, t'a permis un bouche à oreille alors qu'en fait, pendant des mois, t'as organisé des dîners, je dirais pas rentables, mais où tu savais que t'investissais sur l'avenir, et puis il y avait ce souffle vital qui était en toi et pour les autres. Ce que je trouve hyper inspirant, c'est que, comme tu le dis, moi je peux pas me résigner, c'est le néant. Et je me mets quand même en mouvement, et ça va t'amener sur d'autres chemins et faire, exploser dans le bon sens Communique Passion. Oui, parce que je pense que si j'étais restée dans ce confort, en fait, de dire, ok, je me mets en parenthèse, comme plein de gens l'ont fait, pendant 6 mois, 7 mois, je profite pour travailler sur d'autres choses, réparer ma maison, me reconnecter avec mon mari, ma fille, revoir des amis, etc. Profiter de la vie, j'aurais pu en fait pendant 7 mois profiter de la vie en disant voilà, on est payé, allez, on s'en fiche. Bon. Et en fait, je pense que là encore, tout ce qui se fait, quand aujourd'hui je le conscientise, j'ai été guidée. J'ai été guidée et c'était évident. J'ai pas été le calculer, ça n'a pas été une stratégie. En fait, au fur et à mesure, moi, je me suis dit, j'ai besoin de ça. Donc, je me suis écoutée, j'ai besoin de ça. Et comme je voyais que ça marchait, j'ai continué. Et pourtant, c'était fatigant. Tu te dis, voilà, tu travailles. C'est à chaque fois, quand même si on est 2-3, c'est quand même 3 heures. Tu reprends ta voiture, tu te couches tard, tu portes des choses. Je me mettais en danger, en fait, d'une certaine manière, parce que j'aurais vraiment pu arrêter ça pendant mettre en stand-by. Et c'est vrai que je pense que ça m'a donné, ça a donné, l'image à ma communauté que j'étais courageuse. Déjà, que j'étais engagée, que j'étais passionnée, et du coup les gens ont eu après envie de me rencontrer, soit dans des networking, soit sur les réseaux, donc à suivre mes posts, soit effectivement à me booker en disant on a envie que tu viennes chez nous. Est-ce que tu crois que le sens est fondamentalement la clé pour traverser les moments difficiles? Le sens qu'on a à l'intérieur de soi. Mais ça se décrète pas. Parce que tu vois beaucoup sur les réseaux de coachs qui disent voilà, comme s'il fallait le débloquer, ce sens, l'arracher. Moi, je pense qu'il vient naturellement. S'il n'est pas là, c'est que tu n'es pas à ta place. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Oui, je pense qu'il ne se décrète pas. Va chercher toi. C'est comme la passion. Tu sais, moi, j'ai mon podcast. Tous les invités que j'ai, je leur pose à chaque fois la question, qu'est-ce que pour vous la passion? Et souvent, donc déjà, les définitions sont hyper poétiques, sont hyper incarnées, c'est pas un truc récité. Et en fait, on dit souvent, mais on a de la chance d'être passionné. Certains disent, moi je travaille beaucoup avec les jeunes ou dans les écoles de cuisine ou les chambres de métier de l'artisanat, tu vois, qui disent, pour les apprentis, il faut aller travailler la passion, etc. Mais la passion, tu l'as ou tu l'as pas. Tu vas pas aller dire, développe ta passion. Quelle est ta passion ?
Alors, tu peux essayer de dire quelle est l'activité dans laquelle tu te sens bien, quelle est l'activité dans laquelle tu trouves que tu le fais bien et qui t'apporte quelque chose. Mais la passion, c'est plus que ça. Donc, ceux qui sont passionnés, déjà, c'est beaucoup des artistes, c'est beaucoup des choses qui sont dans la concrétisation, soit relationnelle, soit transformationnelle, comme nous, par exemple, les sculpteurs qui transforment la matière, ou comme nous qui transformons la matière aussi, l'aliment. Et je pense que ce sens-là, c'est biaisé, en fait, quand on dit « va chercher ton sens ». Alors oui, tu as des bilans de compétences, de savoir quels sont tes domaines d'expertise, où tu te sens à l'aise, où ta personnalité résonne avec des sphères métiers. Et ta passion, c'est pas quelqu'un qui va te mettre une graine en disant « tu seras passionné, je vais t'aider à être passionné ». Ça n'existe pas, ça. Ça me fait penser, quand tu parles de ce côté va chercher ton sens, va trouver ton sens et ce côté exécution. Est-ce que tu penses que la société dans laquelle on vit et dans laquelle on est formaté à toujours être dans il faut faire, dans ton savoir-faire, c'est quoi tes diplômes, c'est quoi ce que tu sais faire, la performance, et l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, l'émotion, la sensibilité ou la passion n'empêche pas la performance. Mais est-ce que tu crois que c'est ça aussi qui nous empêche parfois de se reconnecter à soi pour aller chercher, parce que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que la passion, c'est une alliance du faire, d'une forme d'exécution, et d'être, de ressentir les choses. Le faire, l'être, l'avoir. En fait, on est dans tous ces verbes-là. Oui, bien sûr, je pense qu'on est dans une société asphyxiante, phagocytante, du culte d'être le meilleur. Voilà, c'est ça aussi, plutôt que de donner le meilleur de soi. C'est toute la différence. Quand on parle de... Moi, je sais qu'une de mes plus grosses difficultés, c'est d'être perfectionniste. Et parce que je suis dans l'exigence, parce que je veux que tout soit carré, au cordeau. Ça, c'est mon côté aussi germaniste de l'Est qui fait que, voilà, il faut que ce soit hyper rigoureux. Mais en fait, c'est donner le meilleur de soi. C'est de toi, dans ta tête, est-ce que tu as fait quelque chose qui t'apporte et non pas par rapport au regard des autres. Et on revient toujours à cette idée du regard des autres. Alors que finalement, ce qui compte le plus, c'est le regard de toi avec toi-même. Pour moi, la réussite, c'est ça. C'est toute la distinction entre réussir dans la vie et réussir sa vie. J'ai vu un truc ce matin qui était hyper intéressant de Frédéric Lenoir, que j'adore, qui disait ça, qui dit on est beaucoup sur le matériel, sur le financier, on coche des cases, voilà, j'ai une belle bagnole, j'ai une belle montre, j'ai un beau sac, je fais des belles vacances, je suis là sur les réseaux, etc. Mais si tout s'arrête, si ton statut social s'arrête, ça te donne quoi ? Moi, quand mon statut social s'est arrêté, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, ce que je voulais, je m'en foutais de pas gagner de l'argent. Je m'en foutais de pas être là dans les belles maisons avec des beaux salons, etc. C'est pas ça. C'était moi, ce que je voulais donner ou ce que les autres. Identité, tu l'as dit. Exactement. Voilà, mon identité. Donc, c'est ça aussi. Moi, si aujourd'hui, moi, l'argent, ça va, ça vient, en fait. Je m'en tape. Tu vois, j'en ai besoin, bien sûr, ça aide. Mais je veux dire, pour faire ce que je veux faire, pour me sentir être comme je veux me sentir être et exister, je n'ai pas besoin d'argent. C'est mon travail sur moi, c'est ma projection, c'est mes réflexions, c'est mes souvenirs, c'est mes rencontres. Ça ne se monétise pas. Nous, ça ne se monétise pas, là, ce moment. La sensibilité, ça ne se monétise pas. La transmission, ça ne se monétise pas. Donc je pense que là, on commence aussi à rebasculer sur une autre société, parce que la génération Z, c'est une génération qui est la génération de ma fille, qui a 17 ans. Elle me challenge bien, hein. Ma grande Rose. Hein. Elle me confronte à des choses où elle me dit, mais en fait, moi, j'ai besoin de sens. Donc elle est en confrontation permanente sur l'autorité, elle est dans l'engagement en permanence, elle pense beaucoup pas elle, mais pas forcément en mode je suis égocentrée, je suis égoïste et tout le reste ça compte pas. Non, c'est laisser une trace. Avoir un impact. Et moi je sais que c'est ça. C'est ça que je veux lui laisser et me laisser à moi aussi de manière un peu égoïste. Et cet impact en même temps, il est pas
décorrélé de la rentabilité. C'est-à-dire, et à la limite, il est même moteur d'une certaine forme de rentabilité. Bien sûr. Tu le disais, quand on est, ces petites lettres de l'URSSAF, quand on crée son entreprise et qu'on doit aller chercher une rentabilité, maintenir une trésorerie. Est-ce que tu penses que c'est plus facile quand on est animé par ce qu'on fait, le sens, le côté, comme tu le dis, en fait, j'ai cet élan, j'ai cette passion, c'est un élan vital pour moi. Est-ce qu'en fait, le reste suit quand tu es aligné ? Je pense que c'est plus lent. Je pense que c'est plus lent que des bulldozers qui se disent « Ok, je veux faire du CA à mort, je vais être dans le commercial à mort », qui, eux, peuvent brasser plus vite que moi. Il y a une question de patience, il y a une question parce qu'en fait, on est tellement dans la sensibilité qu'on a tendance à se dire, voilà, on revient à cette idée de valeur aussi. Comment j'arrive à évaluer la valeur de mon travail parce qu'il est tellement nourri de plein de choses. Je ne suis pas un robot. Il y a des gens qui font en disant voilà, je suis expert, je fais ça, je traite des dossiers, ok, c'est bon, je pars de chez moi, j'ai fait mon truc, etc. Moi, je vis cuisine. Donc ça, je pense que c'est ce sur quoi je travaille beaucoup parce que je pense que j'ai perdu beaucoup de temps à être vraiment chef d'entreprise parce que j'étais beaucoup centrée sur cette passion. Mais finalement, tout s'accélère et tout se retrouve et l'univers rééquilibre en permanence. Donc je pense qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est un chemin. On sait très bien qu'on dit, voilà, c'est pas un marathon, enfin, c'est pas un sprint, pardon, c'est un marathon. Mais ce rapport à la rentabilité, c'est une vraie question. La passion, les acteurs se posent la question, les sculpteurs, les artistes, le rapport à la valeur, c'est tellement intime et c'est pas lié à un diplôme. Tu vois, c'est pas lié à une expertise, c'est pas lié à quelque chose que tu vas transmettre de manière brute, que c'est tout un cheminement, mais je le fais et j'y arrive. Heureusement, je gagne de l'argent quand même, parce que sinon ce serait compliqué. Mais en tout cas, je suis ouverte à tous ces questionnements qui sont d'une richesse incommensurable en fait. Cette remise en question en permanence. Tout à l'heure, tu parlais de cette exigence et de ce perfectionnisme. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, tu m'as dessiné un cadre. Et pourtant, de ton parcours, tu as toujours adoré péter les cadres. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça aussi, je travaille beaucoup sur moi. Je suis encore trop attachée au regard des autres. J'ai peur de décevoir. J'ai peur d'être jugée. J'ai peur d'être vue autrement que ce que je me vois moi. Après, quand on a une boîte aussi, la moindre des choses, tu vois, c'est d'avoir une expérience client millimétrée pour que, enfin, faut que tu aies quand même de l'exigence, tu vois, dans ce que tu fais, parce que tu es payé pour ça. Mais moi, je pense que c'est obsessionnel. Ouais, tout est assez obsessionnel chez moi. La créativité, le perfectionnisme, le relationnel, les projets, l'hyperactivité. Ouais, je suis beaucoup dans l'excès, c'est vrai. Mais je vois que ça marche aussi. En fait, je pédale pas dans le vide. Et tu m'avais dit... quand on est étiqueté sur sa sensibilité, sur sa légitimité, quand on est ah bah tiens, t'as pas tel diplôme, t'aurais dû avoir tel diplôme, surtout dans un milieu aussi normé que celui de la cuisine, du monde culinaire, j'imagine. Je me rappelle que tu avais parlé de la quête de soi et finalement apprendre à se réconcilier avec toutes les parts de soi. Oui, parce qu'en fait, au fur et à mesure des années où tu mets des briques sur ton chemin et où tu crées en fait une structure de toi à la fois commerciale, identitaire, le rapport à l'autre, le rapport à toi, que ça marche, que tu gagnes de l'argent, que les gens trouvent que ce que tu fais c'est bien. Oui, tu te réconcilies. Et surtout, je me mets une couverture qui me protège de tous ceux qui veulent me faire porter leurs propres contradictions en fait. Donc moi aujourd'hui, ça ne dérange personne dans le métier, ni les étoilés, ni ceux qui ont fait les grandes écoles hôtelières, les grandes écoles de cuisine, d'art culinaire, que moi je fasse mon petit job en fait. J'ai jamais eu de problème avec la concurrence. Pour moi, c'est des pairs, c'est des confrères, c'est des consoeurs, c'est des gens qui m'enrichissent, avec qui j'ai envie de discuter, tu vois. Donc que moi je fasse mon petit job de chef ad homme alors que j'ai pas de CAP, bah eux, ils ont leur légitimité, ils ont leur truc, ils sont bien, bah ok. Pourquoi je leur pose problème ? Mais parce que j'apporte autre chose. Voilà. Et j'ai compris, tu vois, je fréquente de plus en plus d'autodidactes et c'est drôle les autodidactes parce que, en fait, on se sent tellement pas à la hauteur qu'on donne
10 fois plus et que finalement on réussit 10 fois plus. C'est intéressant. Ça, c'est très intéressant parce que comme tu veux prouver en permanence que tu es dans ta revanche en permanence en disant attends, tu penses que je suis une petite ? Je vais te montrer. Alors que les autres qui sont à égalité horizontale, ils vont pas leur faire cette remarque, donc ils vont rester tous horizontales. Mais moi, comme tu vas un peu me piquer aussi dans mon ego, je vais te montrer que non seulement je fais comme toi, mais je vais faire un peu mieux, ou un peu plus, ou un peu différemment. Donc, je vais me démarquer. Et là, du coup, je vais me démarquer. Je ne vais pas être dans le flot des gens qui sont un peu déshumanisés, standards, en fait. Moi, les standards, c'est pas possible. C'est pas possible. Les trucs standardisés, ça me donne le haut le cœur, quoi. Ah ouais. Et est-ce qu'à un moment donné, tu as eu ce sentiment de syndrome de l'imposteur, à un moment donné ? À ton avis ? Oui, bien sûr. Bien sûr, quand j'ai débuté, mais j'ai même envie de te dire, 2 ans après, je l'ai encore, et c'est peut-être aussi pour ça que je suis dans cette multitude de projets très divers et variés qui sortent un peu de la cuisine brute, l'assiette, le four et le dressage. Mais en fait, plein de gens autour de moi me disent « ça suffit ». En fait, à un moment, ça suffit. Ça fait 12 ans, tu laisses une empreinte, ça marche bien, tu es encore là, les gens apprécient ton travail. L'imposteur, c'est qu'est-ce que tu fous là, quoi ? Qu'est-ce que tu fous là ? En fait, tu devrais être dans une salle de classe. Mais en fait, finalement, même dans une salle de classe, j'étais imposteur parce que je n'avais pas de CAPES, tu vois. Là, c'est aussi d'être en représentation en permanence. Quand j'étais dans une salle de classe, c'était à huis clos. Là, non seulement je suis beaucoup sur les réseaux aussi. Donc, plus tu es sur les réseaux, plus tu marches un peu, plus tu as des gens qui te renvoient tout ça. Moi, j'ai quand même une fois quelqu'un qui a dit « je comprends pas », enfin, on me l'a fait dire, « je comprends pas tout le succès qu'elle a, finalement, elle est rien. » Waouh. Je te dis, mais en fait, être quelqu'un, c'est parce que tu as un CAP de cuisine ? Mais ça veut dire quoi ? En fait, ce syndrome de l'imposteur, en soi, c'est complètement délirant parce que c'était pas à ta place. Mais t'es pas à la place par rapport à qui ? Qui décide que tu es imposteur ou pas imposteur ? Qu'est-ce qui fait que tu te sens imposteur ou pas imposteur ? C'est par rapport à quelles règles quand tu y penses ? C'est délirant. Toi, ce que tu veux faire, c'est faire quelque chose qui te semble cohérent avec ce que tu aimes, que tu le fais bien, que tu rends au client exactement ce pourquoi il te paye. À partir de là, pourquoi on parle de syndrome de l'imposteur ? Mais c'est beaucoup les artistes, ça. Parce que moi, j'ai une amie qui est photographe, qui n'a pas fait d'école de photographie et qui se dit, en fait, par rapport à d'autres qui sortent de super trucs, finalement, c'est pas pareil. Mais tu développes autre chose. Mais tu le trouves aussi dans les organisations, le nombre de personnes dans des organisations qui peuvent avoir un syndrome de l'imposteur parce que c'est pas la grande école d'ingé, pas la grande école de commerce ou pas la grande école RH ou de communication ou peu importe n'importe quel métier qu'on peut avoir ou même diplôme d'architecture, il y a toujours journalisme en fait, quel que soit le métier, il y a toujours cette corporation. En fait, c'est des corporations. Tu vois. Alors bien sûr, syndrome de l'imposteur, quand tu veux être chirurgien cardiaque et que tu n'as pas fait d'école, là je veux bien, tu as quand même un enjeu. Ouais, c'est sûr. Mais sinon, l'enjeu, au pire, je loupe mon repas. Alors oui, c'est con parce qu'ils ont un repas. Bon, après, au restaurant, tu peux aussi louper un repas. Enfin, c'est pas parce que tu es à domicile. Mais c'est intéressant. Toi, quand je vais sortir de ce studio, je vais me pencher là-dessus. Je trouve ça très intéressant. Non, mais ça ouvre une porte de réflexion sur la société, sur l'être humain, surtout. Parce que finalement, en fait, la question, c'est est-ce que ça vibre ou ça vibre pas ? Et si tu sens que tu es dans le combat en permanence de dire j'y arrive pas, bon, là, effectivement, on capitule. Ça veut dire que tu n'es pas à ta place. Mais si tu sens que ça marche, que c'est fluide, que ça résonne, qu'en face, on te renvoie une image de c'est bien. Tu sais, c'est la question que j'allais te poser, mais tu y réponds, c'est quelle est la différence selon toi entre persévérance et acharnement ? Pour moi, acharnement, il y a plus de violence. Le combat que tu décrivais. Ouais, le combat un peu plus féroce. En fait, s'acharner à prouver, s'acharner à se faire aimer aussi d'une certaine manière, tu vois, à se rendre légitime. Tandis que persévérance, je trouve ça plus doux, je trouve ça plus dans la patience.
une évolution plus smooth, en fait, tu vois. Est-ce qu'il y a une forme d'alignement dans la persévérance? Oui. Tu sais pourquoi tu le fais, tu sais où tu vas. C'est pour ça que c'est plus calme. Ouais. En fait, pour moi, la persévérance, tu as quelque chose de l'ordre du calme intérieur, tu vois, de l'apaisement, en disant, OK, je suis là, je sais que faut y aller, que tu as un cap, tu parlais de cap tout à l'heure. L'acharnement, on n'est plus sur une masse de travail. Oui, moi, je suis une travailleuse acharnée, tu vois. Mais en même temps, je persévère beaucoup dans ce que je fais, malgré des moments qui sont durs, liés à l'acharnement. Tu vois, des moments, de combat intérieur, de se dire, OK, pourquoi tu fais tant? Je pense qu'il n'y a pas une seule journée où je ne me remets pas en question, en fait, où je ne m'interroge pas sur moi. Et quand on avait préparé cette interview, tu m'avais dit, en tant que dirigeant, c'est aussi important d'investir sur soi. Bien sûr. Je dis tout le temps, l'entrepreneur qui réussit, c'est l'entrepreneur qui se connaît. Et moi qui fréquente beaucoup d'entrepreneurs depuis des années, pas forcément que dans le milieu de la resto, essentiellement pas dans le milieu de la resto d'ailleurs, t'en as plein qui sont à côté de la plaque. Voilà. Alors, effectivement, peut-être qu'ils cartonnent sur leur CA, ça brasse, mais finalement, quand après tu leur poses la question à la fin de leur vie, qu'est-ce que tu as retenu de ta vie à part ton compte en banque? Le compte en banque, à la fin, c'est pas le plus important, quoi. Et je pense que c'est ça, c'est de comprendre aussi pourquoi tu le fais, quels sont tous tes paradoxes sur lesquels tu peux bosser. Puis tu seras jamais complètement vierge de tout ça. Hein, mais je pense que c'est d'apprendre à avancer avec tout ça. Parce que finalement, c'est te rendre service à toi, bien sûr, mais rendre service aux autres, qui subissent un peu aussi ce sur quoi tu n'as pas travaillé. C'est ce que tu disais d'ailleurs, ton équipe aujourd'hui avec laquelle tu travailles, alors je les connais pas surtout. Exactement les termes de cuisine, mais c'est très hiérarchisé. Tu disais justement, pour moi, c'est des personnes avec qui je collabore. Le il est hyper important. Et est-ce que tu crois justement pour collaborer, pour embarquer, surtout dans un milieu aussi exigeant que celui de la cuisine, c'est essentiel de pouvoir travailler sur soi, d'investir, d'avoir une vision. Oui, et puis après la fibre humaine et relationnelle, de l'empathie, de la bienveillance, de la compréhension. Bien sûr qu'il y a des moments où je ne suis pas très aimable, c'est vrai. Je le dis, je l'assume et je m'excuse auprès de tous ceux qui me voient de temps en temps un peu vénère. Mais de manière générale, je suis quelqu'un qui essaye vraiment de comprendre aussi ce que cherchent les autres. Et tu vois, par exemple, moi qui en cuisine, j'aime pas dire oui, c'est mon commis. C'est rabaissant. Non, c'est ma collaboratrice ou c'est mon sous-chef ou même sous, tu vois, c'est un peu rabaissant, mais mon second. Voilà, qui est avec moi, ma collaboratrice en cuisine. Parce que sans l'équipe, on n'est rien. Il n'y a pas un seul métier, je pense, ou en tout cas, en étant entrepreneur, où tu peux te dire, je fais tout seul, de A à Z. Non, en fait. Tu vas être obligé de respecter tes clients, tu vas être obligé de respecter tes partenaires, tes collaborateurs si tu en as, ta famille ou tes amis qui peuvent te dire des choses, les gens que tu rencontres dans du networking, tes fournisseurs. Enfin, tu as plein de gens, tu as un écosystème en fait qui se crée, qui font pleinement partie ou pas, mais en tout cas, tu as des rencontres. Tu n'as pas un seul entrepreneur qui est tout seul, tout le temps, tout seul. Donc, c'est après, je pense, mais c'est drôle parce que j'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps, la différence entre les soft skills et les hard skills. Tu vois, moi, par exemple, les hard skills, je ne les ai pas, du coup. Moi, je ne sais pas lever un filet de sol. La semaine dernière, j'ai fait un tournage avec une grosse maison de poissons. Ils sont arrivés avec le bar énorme. Ils me disent, Virginie, tu lèves le filet? Ah non, je ne sais pas lever le filet. J'ai eu un peu honte et après, je leur ai dit, en fait... Moi, d'habitude, c'est mon poissonnier qui lève le filet. Donc, finalement, le mec l'a fait. Je me suis sentie un peu con pendant 2 minutes. Et puis, en fait, finalement, moi, dans mon métier, je développe autre chose. Peut-être que les mecs qui savent faire le filet, ils développent moins le rapport immensément émotionnel, que l'expérience client, elle est moins forte, que je suis moins... qu'il est moins à chouchouter mes clients, que j'ai moins cette fibre humaine. Moi, je sais que cette fibre humaine, ça fait partie de ma signature. Et j'en suis très fière. Du coup, je pense que oui, d'embarquer les gens qui sont avec toi, je crois que ce lien, en fait, ce goût du lien, pour moi, il est oui, c'est mon oxygène.
Il est vital. On revient à cette... Ouais, il est central, ouais. Tu m'avais dit qu'il y avait quelque chose qui avait aussi changé, c'est quand tu avais défini ta vision et que tu avais visualisé là où tu voulais aller et ce que tu voulais apporter. Est-ce que tu crois que ce moment-là, il a aussi été un tournant dans un autre chapitre de communication sur après ce qui a pu s'enclencher par la suite? Ouais, j'ai compris lors d'une prestation où c'était pour un anniversaire, je sais plus si c'était la fille ou la mère. Mais du coup, il y a eu beaucoup d'amour au moment du gâteau, des bougies, du discours, etc. Il y a eu un trop-plein d'amour, légitime, hein, on était dans une célébration, c'est normal, familiale. Et moi, j'étais en cuisine, et là, je me suis dit, waouh, là, ça résonne avec mon histoire. Où j'ai souvent manqué de ça, de cette chaleur, de cette sécurité. Et émotionnelle, affective, en tout cas bancale, en tout cas. Je ne veux pas non plus complètement jeter la pierre à ma mère, mais bancale. Et en fait, là, je me suis dit, mais je comprends pourquoi je fais la cuisine. C'est pas juste parce que j'aime cuire des choses. C'est que la cuisine, c'est le vecteur d'un amour que j'adore donner aux autres et qui finalement me le renvoie. Donc, on est sur un trait d'union d'amour et que c'est le prétexte en fait. Et à partir de là, j'ai compris que le mot lien était important, liaison était important, et c'est pour ça aussi que ça résonne beaucoup avec mon podcast, parce que du coup c'est le lien de fédérer en fait ma mission de vie. Je pense que c'est ça que j'ai dû te dire aussi. Ma mission de vie, c'est de communier, de fédérer, de rassembler. Et ça, je sais que je le fais vraiment bien sur tous les aspects de communication finalement, parce que la transmission, c'est aussi ça. Quand tu transmets, et c'est ce que j'avais aussi déjà dans l'enseignement, mais quand je transmets aujourd'hui ma passion de la cuisine, quand je transmets l'élan d'entreprendre, tu vois, là, mardi, là, j'ai fait un discours à la CCI de Paris parce que je suis marraine pour une promo de femmes entrepreneurs. Et en fait, j'ai orienté tout mon discours sur justement l'amour. Donc, je leur ai dit, voilà, j'ai eu l'amour des mots, l'amour des livres, l'amour des lettres. Ensuite, j'ai eu l'amour des aliments, l'amour de la gastronomie, l'amour de l'hospitalité. Et là, je voudrais vous transmettre l'amour d'oser, l'amour d'entreprendre, l'amour de la liberté. Et en fait, le lien, c'est ça, tout le temps. Donc, ce fil conducteur, je l'ai. Et du coup, comme maintenant je le verbalise de plus en plus, notamment dans toutes les interviews, et je fais beaucoup de communication autour de ça, tout ce qui arrive maintenant dans ma vie, toutes les opportunités, je me dis, mais c'est logique. C'est complètement logique. Et donc, quand certaines personnes me disent, ah bah tu t'éloignes un peu de la cuisine, parce que mon podcast m'éloigne de la cuisine, parce que mes soirées networking m'éloignent de la cuisine, déjà, je fais ce que je veux. Première chose. Et deuxième chose, non, parce qu'il y aura toujours un moment ou un autre où je vais te donner de la nourriture. Et en fait, je pense que c'est nourrir plus qu'autre chose. C'est nourrir, évidemment, le corps, l'estomac. Mais je crois que j'adore nourrir l'âme, en fait, d'une lumière que j'ai envie de donner au monde, cette contribution que j'ai envie de donner au monde. Et ça, est-ce que tu le ressens aussi autant quand tu interviens en tant que chef à domicile chez des particuliers ou quand tu organises des moments de lien dans des équipes où des entreprises font appel à toi? Oui, ouais, complètement. Ouais. Après, c'est vrai que les entreprises se lâchent moins. Le côté émotionnel, tu vois, ils veulent pas se montrer un peu faibles, un peu fragiles, à parler trop entre eux, etc. Mais c'est vrai que les ateliers de cuisine que je fais, notamment pour la cohésion et la fédération, j'aime bien parce que c'est l'humain au centre. En fait, on oublie la posture, tu vois, on oublie, on tombe les masques. J'aime donner envie aux gens de tomber leurs masques et d'être vrais. Il y a une personne une fois qui m'a dit j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi vrai. Et ça me touche beaucoup parce que je pense que je triche pas. Alors oui, du coup, je suis très sensible et je suis très émotive, mais c'est pas une tare en fait en soi. Mais par contre, j'aime les gens. Je pense que j'aime profondément les gens et je fais tout pour qu'ils s'aiment eux-mêmes. Et cette question de sensibilité et d'émotion, tu le dis en fait, quelle que soit la nourriture, que ce soit nourrir l'âme ou nourrir l'estomac, il y a faire des choix de projets de développement business qui vont être liés à comment je me sens, est-ce que je le sens, est-ce que je le sens pas, qui vont être beaucoup liés au feeling. Comment tu arrives à trouver le juste équilibre de sorte à ce que le feeling ne devienne pas désordre, parce qu'en même temps, tu as un métier qui demande beaucoup de cadres, beaucoup d'exigences.
En fait, au fil de mes rencontres, au fil de mes coachings, au fil de tous ces moments où j'ai pris du temps pour moi et j'ai investi sur moi, j'ai compris simplement à mettre des limites sur ce que je sentais d'inconfortable. Soit à la fois de projets, soit de rencontres, de collaborations, que ce soit le côté commercial et business, ou alors le côté partenariat avec des gens dont je sens qu'ils vont me la faire à l'envers, et dire non, en fait. Ça, je crois que c'est le plus difficile. Parce que je suis tellement exaltée que je me dis, ouais, allez, on le fait. Et c'est vrai que là encore, c'est drôle cette évolution, parce que ça fait 1 ou 2 ans où maintenant je me dis, ok, peut-être qu'il y a 5-6 ans, j'aurais dit oui, parce que si, parce que ça. Et en fait, maintenant, je le ressens. Alors, parce qu'aussi, je suis fatiguée. Et donc, il faut que je me ménage et de me dire, je ne peux pas tout faire. Maintenant, je suis focalisée quand même un peu sur le ROI, de me dire, voilà, quel est le retour sur investissement. Oui, il y a des choses sur lesquelles je vais kiffer. Mais est-ce que je vais que kiffer ? Parce que du coup, si je kiffe à cet endroit-là, je ne peux pas être à un autre endroit où je vais gagner de l'argent. Mais il y a une question de choix. Oui, une question de choix, complètement. Dans la question de rentabilité. Et pourtant, tu m'avais exprimé que ce soit Communique Passion, que ce soit le lancement du podcast, tu n'avais pas forcément de plan. C'était, tu savais et tu ressentais au plus profond de toi que c'est là où tu devais aller. Et je me rappelle que tu m'as dit, il faut parfois accepter de ne pas savoir comment on y va, combien de temps ça va prendre. Mais l'essentiel, c'est de savoir où on va et de suivre le flux. Bien sûr, mais ça, après, c'est compliqué de le faire comprendre aux gens qui ne fonctionnent pas comme ça. Parce que quand j'ai voulu lancer mon podcast, t'en as certains qui m'ont dit, mais attends, t'es pas journaliste, tu vas louer un studio, ça va te coûter de l'argent, les gens vont venir, ok, tu vas perdre du temps, parce que pendant que t'es avec eux, t'es pas en cuisine. C'est ça. Et effectivement, à l'instant T, j'ai beaucoup dépensé. Bien sûr, parce que c'est moi qui paye le studio. J'ai pas eu de sponsor, mais d'une, ça va rapporter des prestats. Et de 2, on a le droit de dire aussi que ça peut rapporter autre chose que de l'argent. Donc ça m'a rapporté des rencontres, ça m'a rapporté de la visibilité, ça m'a rapporté quelque chose d'immatériel qui, sur le papier, semble pas important, mais qui finalement s'est transformé sur une visibilité, et les gens, du coup, ça s'est converti après en prestat, en notoriété et en fierté personnelle. On a le droit aussi de faire des projets qui nous apportent quelque chose. Mais c'est vrai que cette histoire de plan, ça me fascine assez, parce que même quand je me suis lancée pour Communique Passion, je savais pas, en fait. Je savais que c'était le domicile, mais combien de temps ça allait durer ? Est-ce que j'allais... Après, j'ai eu la chance de partir à l'étranger. Voilà. Après, j'ai développé d'autres choses. Là, je suis sur d'autres projets aussi, parce que je voudrais vraiment développer l'international. Je suis sur un 3e bouquin. Bon, tout se fait... Le puzzle se met en place de manière assez naturelle. Et je ne veux plus maintenant m'acharner à mettre des freins. J'ai compris. Et maintenant, les gens, d'ailleurs, moi je travaille avec mon mari, et quand je commence à être sur d'autres projets, il me dit, bon, je te fais confiance. Je sais que maintenant, tu as tout compris. Tu sais comment tu fonctionnes, que ton fonctionnement débouche sur quelque chose qui va apporter de la structure et de la rentabilité à Communique Passion. Donc, ok. Et je pense que maintenant, c'est comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Et ça rejoint complètement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de connaître comment on fonctionne. Parce que c'est là où on va pouvoir avoir notre zone de génie et transformer quelque chose de façon structurée et rentable. Et c'est d'accepter de sortir des normes et du cadre des autres. Et ça, c'est vrai que quand on est à son compte, ou même dans une entreprise, quand on a tendance à faire les choses à sa manière, chaque fois, il faut qu'on nous ramène dans un cadre, dans quelque chose de normé, mais sous prétexte de quoi et sous quel... Bien sûr, alors quand tu es dans une équipe, c'est compliqué. Quand tu as une hiérarchie, c'est compliqué. Mais c'est vrai que cette liberté que je me suis offerte, parce qu'on dit oui, c'est bien, t'es libre. Enfin bon, c'est pas tous les jours facile aussi, cette responsabilité d'être libre. Ouais. Tu choisis tes contraintes, tu choisis ta fatigue, tu choisis tes peurs, bien sûr, mais bon, tout n'est pas tout le temps rose. Mais par contre, maintenant, je dis clairement aux gens, je m'écoute. Voilà. Et si tu n'acceptes pas mes limites, ça n'est pas mon problème. Et c'est vrai que là, ça fait 1 an où j'évolue de plus en plus là-dedans, de manière assez péremptoire, assez
brutale en disant non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et je suis OK avec ça. Et si en face on le comprend pas, bah ça sort de mon écosystème et il y a aucun souci là-dessus. Vraiment. Parce que moi j'ai besoin maintenant de vibrer haut avec les gens qui sont dans la même vision, mais en tout cas qui ne m'empêchent pas d'avoir la mienne. Voilà. Mais j'ai perdu beaucoup de gens. Ah oui, tu disais coexister. Bien sûr. Mais j'ai perdu beaucoup de gens. Et je vais perdre d'autres gens. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je ne veux pas me travestir pour garder des gens dont je sais que c'est des gens intéressés, opportunistes, qui veulent tirer la couverture à eux, dans un ego malveillant. Non, mais parce que, oui, j'ai un travail derrière moi d'introspection qui est assez balèze. Donc, fais-le déjà. Puis après, on se retrouve. Je suis assez... et t'en as certains qui m'ont vu avant plus faible et plus molle, et qui là se disent dis donc, t'as du succès donc tu te la pètes. C'est le fameux t'as changé, hein. Ah non, c'est juste que je me connais mieux. Et est-ce que tu crois que on l'a dit, tu as créé ton podcast, tu es chef autodidacte, tu es aussi auteur de livres culinaires. L'année dernière, tu as été élue femme Forbes 2025. Est-ce que tu crois que tout chemin, et notamment cette introspection, cette vision du leadership et de là où tu voulais aller, et là où tu es aujourd'hui, ont contribué et ont été clés pour que tu puisses te retrouver dans ce top des femmes Forbes 2025? Ouais, je pense. En fait, on est toutes, en tout cas ma promo, moi je suis dans les 40 under 40. Du coup, je pense qu'on est toutes à incarner. Alors, on a des parcours différents parce que c'est des sphères métiers aussi différentes, mais de mon point de vue, on n'a pas peur. Voilà, il y a une relation à la peur, ou en tout cas on peut l'avoir à l'intérieur, mais elle ne nous bouffe pas. On la transforme en moteur. Et on revient dans ce que tu disais tout à l'heure, le mouvement, de transformer l'incertitude en créativité, en création, de transformer l'inconfort en quelque chose qui va nous dévorer tellement qu'on va le transformer, on va le sublimer, on va le transfigurer. Ça, c'est le point commun. Et je pense que Forbes, encore aujourd'hui, pour moi, c'est qu'un nom. J'ai pas conscience, mais c'est terrible, je n'ai pas conscience de ça. Alors qu'on me le renvoie en disant, attends, c'est quand même canon. Je pense que c'est une force, une puissance, un leadership. Être leader, en fait, moi, leader, longtemps, dans les entreprises, c'était, ah oui, c'est le mec qui est supérieur. Là, j'ai compris aujourd'hui qu'en fait, leader, c'est donner envie aux autres d'être leader. C'est donner envie aux autres de faire ce que toi, tu fais. Donc, de les embarquer, donc de co-créer avec eux, de co-construire avec eux et de les élever. Et en fait, on revient à cette idée d'enseignement. Moi, j'aime leur enseigner n'aie pas peur, va jusqu'au bout, crée, plante-toi, entoure-toi, et même si tu t'entoures de mauvais, prends des décisions et remets-toi en question. Mais oui, je pense que c'est pour ça que je suis là où j'en suis, et maintenant, je ferai plus autrement. Je peux plus agir autrement. Donc après, qui même me suivent. Et ceux qui ne me suivent pas, vraiment, je suis complètement à l'aise de dire au revoir. Merci. Et merci. Surtout merci, oui, grosse gratitude. Surtout merci. Gratitude, ma fille, de partir. Cette technique des petits pas que tu as depuis toujours, et d'ailleurs ton mari avec qui tu travailles te dit, c'est bon, maintenant, je te fais confiance. Il sait. Tu parlais de cette technique du pas à pas et de mettre brique par brique. Comment tu as appris à faire confiance avec le recul? Tu parlais des pièces de puzzle. Avec tout ce que tu as accompli jusqu'à ce jour avec Communique Passion, comment tu as appris à faire confiance au processus, même dans les moments de doute? Parce que tous ces moments m'ont apporté quelque chose. J'ai pu en tirer quelque chose. Et j'ai pu travailler et prendre du recul. Parce que tu dis prendre du recul. Mais c'est quand même un mouvement de prendre du recul. C'est pas statique. Moi, je suis jamais dans l'inertie, je suis pas dans l'apathie, je suis pas dans la complainte. Oui, parfois je peux dire je suis fatiguée, oui c'est dur, oui c'est violent, mais ça me prend 24 heures, ça dure 24 heures et après j'y vais. Et en fait, tu m'aurais posé cette question-là il y a 6 ans, j'aurais dit bah non, on va me donner des conseils, parce qu'il y a ça aussi.
L'entourage te donne des conseils non sollicités. Enfin, l'entourage ou même tes pairs, les entrepreneurs. Mais tout le monde est différent. Ta boîte est différente, ton parcours est différent, ton chemin est différent, ta sensibilité est différente, ton identité, ton entourage, ton écosystème. Donc, en fait, c'est compliqué de donner des conseils. Et maintenant, je me suis blindée. Je me suis dit, OK, maintenant, il n'y a que ma voix intérieure qui compte. Et plus je me dis ça, plus elle me parle. Et quand elle me parle, je me dis, OK, t'es ma boussole. T'es ma boussole. Donc maintenant, ça me prend 30 secondes de dire, j'ai envie de faire ça. Ouais, ça va peut-être être compliqué. On va y aller. Et est-ce que cette boussole, elle te permet d'incarner qui tu es aujourd'hui ? Est-ce que sans elle, tu serais justement sans cette identité ? Ouais. Après, d'être qui je suis, je pense que c'est là, pour le coup, je suis encore focalisée sur votre regard. Et c'est votre regard qui me permet de dire que tout ce que je fais, c'est canon. Moi, je le fais en résonance, ça m'apporte quelque chose, mais c'est vrai quand on vient à moi en disant oui, c'est extraordinaire, oui, t'es inspirante, oui, ci, oui, ça, ça rentre pas encore ça. Ça n'infuse pas. Donc le chemin, il est encore à faire sur mon estime de soi, plus que ma confiance en moi. J'ai confiance en moi. Qui sont deux choses différentes. Bien sûr. Quand t'as les deux... Tu revenais à la valeur. Ça revient à la valeur de ce que... Bien sûr, et donc de l'argent, et donc voilà. Donc ça aussi, c'est tout un travail, mais je trouve ça tellement fascinant de comprendre ça au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je sais qu'aujourd'hui, pour le coup, il y a deux choses dont je suis certaine, c'est que je suis une vraie entrepreneur. J'ai vraiment l'âme de l'entrepreneur. Et deuxièmement, que cette passion est chevillée au corps, au cœur, et qu'elle disparaîtra jamais, surtout. Parce que tu vois, quand j'ai commencé, tu disais, les gens autour, ah oui, comment tu vas transformer, comment tu vas professionnaliser, comment... En fait, je vois aujourd'hui que je n'ai rien perdu. Au contraire, elle est sacrée. Tout ça, ça s'est transformé en quelque chose de vraiment sacré, indéboulonnable. Peu importe ce que je vis de douloureux, c'est indéboulonnable. Et dans 5 ans, tu dois où ? À l'étranger. Ça, j'aimerais beaucoup. À l'étranger, mais pas en déménagement, mais d'incarner ce que j'incarne ici en France à l'étranger. Ouais, c'est-à-dire de faire des dîners d'excellence dans les capitales européennes, d'aller rencontrer les chefs des capitales européennes. Là encore, la transmission, mais à une échelle qui va nourrir ma curiosité. Voilà, j'avais le mot nourrir qui là, je sens que je suis appelée. Et là, j'ai un projet qui se met en place avec quelqu'un qui est au ministère des Affaires étrangères et qui va peut-être m'ouvrir des portes. C'est tout ce que je te souhaite. Merci. Avant de terminer cette interview, mais tu as un peu donné la définition tout à l'heure, mais je pose toujours cette dernière phrase. Si tu devais résumer le leadership en une phrase, ce serait quoi ? Guider, inspirer des gens qui doutent et leur dire que tout est possible, avec bienveillance, sans hiérarchie, sans supériorité. Voilà, je suis beaucoup dans l'horizontal, la verticalité, à être obligée de donner des ordres, etc. Mais quand on me dit Virginie, t'incarnes le leadership au féminin, je pense que je montre que tout est possible. Pour moi, c'est ça le leadership. Et avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité ? Alors, j'ai un site internet, communique-passion.fr. J'ai donc mon podcast Passion sans modération sur toutes les plateformes. Et puis après, je suis très présente sur LinkedIn, sur Instagram. Et voilà. Merci pour ton partage, Virginie. Merci à toi. À très vite. À bientôt.